L'atmosphère qui entoure Sète ce matin-là n'a rien d'apaisant. Sous le ciel pâle, la ville semble suspendue à une tension que peu perçoivent vraiment, mais qui s'infiltre dans les regards, dans les silences, dans les non-dits. Au commissariat, l'air est plus lourd encore. Martin Constant, debout devant le tableau d'enquête, fixe le nom de Brice Mussard comme s'il cherchait à le faire vaciller par la seule force de sa conviction. Il ne parle pas tout de suite. Il observe. Il recoupe mentalement. Il revoit les attitudes, les contradictions, les faux effondrements. Rien, en apparence, ne désigne Brice comme un homme violent. Pas de coup visible, pas de casier chargé, pas de plainte officielle. Et pourtant, Martin le sent. Il l'a déjà vu, ce type de profil. L'homme qui ne frappe pas avec les poings mais avec la culpabilité. Celui qui isole, qui retourne les faits, qui pleure quand il faut, qui se pose en victime pour mieux masquer la domination. Il finit par se tourner vers Sébastien Perrault, qui garde les bras croisés, le regard fermé. Martin évoque l'emprise, une violence qui ne laisse pas de bleu, mais qui détruit plus sûrement encore. Il parle de manipulation affective, de stratégie de victimisation, de perversion narcissique. Sébastien l'écoute, mais son visage trahit une réserve évidente. Pour le magistrat, l'intuition ne suffit pas. Il faut des preuves tangibles. Il redoute les emballements. Il redoute aussi que l'enquête dérape. Martin insiste. Il affirme que le homejacking n'était qu'un alibi soigneusement construit. Il avance que Brice orchestre chaque apparition publique avec une précision glaçante. Mais Sébastien le coupe. Il ne veut pas que l'enquête repose sur une obsession personnelle. Il lui demande de rester factuel, de ne pas transformer une hypothèse en vérité. Cette mise en garde ne freine pas Martin. Au contraire, elle renforce sa détermination. Il sait qu'il est sur une ligne fragile, mais il refuse d'abandonner. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Brice Mussard soigne son image. Une nouvelle vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. Il y parle avec gravité, évoque l'injustice dont il serait victime, remercie ses soutiens. Le ton est mesuré, le regard humide, la posture presque humble. Damien montre la publication à Martin et Sébastien. Les commentaires défilent. Des messages de compassion, d'indignation, d'encouragement. Les élèves prennent massivement sa défense. Martin lâche alors, avec une amertume qu'il ne cherche plus à dissimuler, il ne faut pas avaler son cirque. Il le décrit comme un pervers narcissique qui se fait passer pour une victime. Sébastien secoue la tête. Il estime que Martin s'acharne. Il lui demande de lâcher prise. Mais Martin ne peut pas. Quelque chose cloche, et il le sent jusque dans ses tripes. Au lycée, l'effet de la vidéo est immédiat. Les élèves sont solidaires. Ils parlent de complot, d'injustice, de cabale. Adam Lehaut prend même l'initiative de proposer une pétition pour soutenir leur professeur. L'adolescent ne voit qu'un homme injustement attaqué, un adulte qu'il admire et qu'il veut défendre. D'autres élèves l'imitent. Ils effacent un tag insultant, encouragent Brice, l'entourent presque physiquement. Brice accepte leur aide avec reconnaissance. Il enlève lui-même le graffiti, comme pour prouver sa dignité. Il remercie chacun d'eux. Il adopte ce ton chaleureux qui donne l'impression qu'ils partagent leur combat. Il joue sa partition à la perfection. Chaque geste renforce son aura. Chaque mot consolide son statut de victime admirable. Au commissariat, Roxane Timon ne se laisse pas distraire par le bruit médiatique. Elle observe autrement. Elle décortique les réseaux sociaux de Brice depuis qu'il les a repassés en public. Ce simple détail l'intrigue. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette ouverture soudaine? Elle fouille les commentaires, remonte les profils, croise les interactions. Un nom attire son attention, Alicia. Un profil discret, peu de publications, une photo ancienne où Brice apparaît brièvement en arrière-plan. Roxane approfondit. Elle constate qu'un an après leur relation supposée, Alicia a bloqué Brice et quitté la région pour s'installer à l'autre bout de la France. Elle en parle à Martin. Il n'hésite pas longtemps. Il décide de la contacter. La visio démarre dans une atmosphère presque irréelle. Alicia apparaît à l'écran, le visage fermé, la voix hésitante. Au début, elle semble sur la réserve. Elle ne veut pas replonger. Elle a reconstruit sa vie ailleurs. Elle a une fille de 3 ans. Elle a appris à se taire pour survivre. Mais peu à peu, les mots sortent. Elle parle d'humiliations répétées, de critiques constantes, de dévalorisations insidieuses. Elle évoque la violence progressive, les menaces, l'isolement. Elle explique qu'elle a découvert des vidéos tournées à son insu. Des scènes d'humiliation filmées sans qu'elle le sache. Pas seulement elle. Toutes ces par exemple. Une collection glaçante. Martin écoute sans l'interrompre. Il voit la peur encore présente dans ses yeux. Alicia raconte qu'il lui a interdit de partir. Qu'il l'a menacée de mort. Qu'elle a dû fuir en pleine nuit, sans prévenir, pour se réfugier à Lille. Elle a tout quitté pour se protéger. Elle a appris à vivre avec l'idée qu'il pourrait un jour la retrouver. Quand Martin lui propose de témoigner officiellement, elle secoue la tête. Elle ne peut pas. Elle a une enfant.
Elle refuse de prendre le risque. Elle lui dit qu'il ne connaît pas vraiment Brice. Que personne ne le connaît tant qu'il n'a pas été pris dans sa toile. Ces paroles laissent un silence lourd derrière elle. Au Spoon, Raphaël Perrault retrouve Martin. Elle semble préoccupée, mais son regard n'a pas la même dureté que celui du commandant. Elle lui explique qu'elle a surpris Brice en train de boire dans la salle des profs avant les cours. Il était effondré. Il parlait de Nadia avec des larmes sincères. Il répétait qu'elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Qu'il revivait chaque instant. Raphaël avoue qu'elle l'a réconforté. Elle estime que Martin s'acharne sur un homme déjà brisé par un drame. Elle voit dans son comportement une détresse authentique. Elle ne perçoit pas la mise en scène. Ou peut-être refuse-t-elle de la voir. Martin tente de la prévenir. Il lui parle d'emprise, de manipulation, du témoignage d'Alicia. Mais Raphaël oppose un mur. Elle ne veut pas croire que Brice puisse être ce monstre invisible décrit par Martin. Elle pense qu'il est simplement accablé. Elle croit qu'il souffre réellement. À cet instant précis, sans s'en rendre compte, elle s'approche dangereusement du piège. Car Brice ne choisit jamais ses confidences au hasard. Il sait à qui montrer ses failles. Il sait quelle corde sensible toucher. Raphaël, forte en apparence, porte en elle les cicatrices d'une ancienne relation toxique. Un passé qu'elle a mis du temps à dépasser. Un passé qui la rend vulnérable à certaines stratégies émotionnelles. Dans un autre registre, Gabrielle sort de l'hôpital avec une enveloppe qui pèse plus lourd que le papier qu'elle contient. Les résultats de son spermogramme sont mauvais. La mobilité des spermatozoïdes ne s'est pas améliorée malgré les changements de vie. Aaron tente de le rassurer. Il lui explique que la fertilité n'est pas la virilité. Que la médecine propose des solutions comme la PMA. Mais Gabriel encaisse difficilement. Il confie à Soraya qu'il pense ne jamais être père. Le doute s'installe en lui comme une ombre persistante. Il part courir pour se vider la tête. Sur son chemin, il croise Diego. La discussion dérive vers la famille. Gabriel croyait que Diego avait été adopté. Il apprend qu'il est en famille d'accueil. Diego lui dit alors que la famille n'est pas qu'une histoire de sang. Ces mots, simples mais profonds, résonnent longtemps dans l'esprit de Gabriel. Peut-être que la paternité peut prendre d'autres chemins. Peut-être que l'amour ne se mesure pas à un test médical. Pendant ce temps, Erika met en place sa propre stratégie. Elle annonce à Marceau qu'elle est mutée par le rectorat pour des raisons disciplinaires. Aurore intervient au petit déjeuner, l'emmène au commissariat sous les yeux de Marceau et Barre. Tout est orchestré. L'objectif est de provoquer un électrochoc. Marceau, stressé, culpabilise. Il croit être responsable de la sanction de sa mère. La méthode est radicale, mais elle porte ses fruits. Erika veut lui faire comprendre que ses actes ont des conséquences. Elle veut le réveiller avant qu'il ne s'enfonce. Ainsi, pendant que certains manipulent pour dominer, d'autres manipulent pour protéger. Les intentions diffèrent, mais les conséquences peuvent être tout aussi fortes. À 7, les lignes sont floues. Les apparences trompeuses. Et Raphaël, sans le savoir, avance sur un terrain miné où chaque mot de Brice pourrait devenir une nouvelle chaîne invisible. Le piège ne se referme jamais d'un coup. Il se dessine d'abord dans les interstices, dans ces moments suspendus où l'on croit encore maîtriser la situation. Raphaël Perrault ne se considère pas comme naïve. Elle a affronté des prétoires hostiles, des adversaires retors, un ex-mari ambitieux et un compagnon violent qui a laissé en elle des cicatrices invisibles. Elle sait reconnaître la manipulation, pense-t-elle. Pourtant, face à Brice, quelque chose se fissure. Ce matin-là, au lycée, elle repense à l'image qu'elle a surprise dans la salle des professeurs. Brice, seul, un verre d'alcool à la main avant les cours. Un geste déplacé, certes, mais il ne l'a pas vu tout de suite. Il murmurait, presque pour lui-même, qu'il repensait à Nadia. Qu'il n'arrivait plus à dormir. Que chaque souvenir revenait comme un coup de couteau. Il pleurait sans chercher à être entendu. Du moins en apparence. Lorsqu'elle s'était approchée, il avait sursauté. Il avait tenté de masquer son trouble, puis s'était effondré dans une confession fragile. Il avait parlé d'injustice, de solitude, du regard des autres devenus soupçonneux. Il répétait que Nadia était merveilleuse, qu'elle ne méritait pas ça. Raphaël, sensible à la détresse sincère, avait posé une main sur son épaule. Elle lui avait dit qu'il n'y avait pas de mots pour ce qu'il traversait. Aujourd'hui encore, cette scène la hante. Elle refuse de la voir comme une comédie. Elle refuse d'admettre que chaque larme aurait pu être calculée. Car si elle accepte cette hypothèse, elle devra aussi reconnaître qu'elle a été manipulée. Et cette idée heurte son orgueil autant que sa mémoire. Au commissariat, Martin relit la retranscription de la visio avec Alicia. Chaque phrase confirme son intuition. L'emprise, les humiliations filmées, la menace de mort. Il ressent une colère froide, maîtrisée, mais profonde. Il pense à Raphaël. Il sait qu'elle défend Brice avec conviction. Il craint qu'elle ne devienne la prochaine cible d'un engrenage psychologique.
Roxane, penchée sur son écran, continue d'explorer les connexions numériques de Brice. Elle remarque la rapidité avec laquelle les commentaires favorables affluent. Certains profils semblent récents, presque artificiels. Elle soupçonne une stratégie de communication. Peut-être pas illégale, mais habile. Trop habile. Elle signale aussi à Martin que Brice a rouvert ses réseaux précisément au moment où les soupçons se multiplient. Ce timing n'a rien d'innocent. Rendre son profil public, c'est contrôler la narration. C'est montrer qu'on n'a rien à cacher. C'est devancer l'attaque en jouant la transparence. Au lycée, l'effet est palpable. Les élèves parlent de lui avec admiration. Adam, déterminé, récolte des signatures pour la pétition. Il affirme qu'il est important de soutenir leurs professeurs. Pour ces adolescents, Brice incarne l'injustice. Ils ne voient pas la possibilité d'un double visage. Ils ne veulent pas la voir. Brice les remercie avec une humilité étudiée. Il leur dit qu'il est touché, qu'il ne mérite pas tant d'affection. Il enlève lui-même le tag sur le mur, sous leurs yeux, comme un symbole de dignité retrouvée. Chaque geste consolide sa position de victime courageuse. Raphaël observe cette solidarité avec un mélange d'émotion et de soulagement. Elle y voit la preuve que Martin exagère. Elle se dit qu'un manipulateur ne susciterait pas un tel élan spontané. Elle oublie que l'emprise peut être collective. Qu'un pervers narcissique sait séduire un groupe entier. Au Spoon, plus tard dans la journée, Martin la rejoint de nouveau. Il lui parle d'Alicia. Il décrit les humiliations filmées. Il évoque la fuite nocturne vers l'île. Raphaël l'écoute, mais son regard se ferme. Elle ne remet pas en cause la souffrance d'Alicia. Elle refuse simplement d'associer cette image à l'homme qu'elle a vu pleurer. Elle lui reproche presque de chercher des monstres partout. Elle estime qu'il projette une théorie sur un homme fragile. Martin insiste, mais chaque argument semble renforcer la résistance de Raphaël. Elle pense qu'il voit de la manipulation là où il y a de la douleur. Ce désaccord crée une tension sourde entre eux. Martin ne veut pas la brusquer. Il sait que plus il insiste, plus elle se braquera. Il comprend aussi que Brice a choisi soigneusement son terrain émotionnel. Il s'est montré vulnérable devant elle, pas devant d'autres. Il a semé le doute là où elle est la plus sensible. Car Raphaël connaît l'emprise. Elle l'a vécu. Elle sait ce que c'est que de douter de soi, de se sentir coupable pour des fautes imaginaires. Peut-être que cette mémoire la pousse à croire qu'elle reconnaîtrait immédiatement les signes. Peut-être qu'elle sous-estime la capacité d'un manipulateur à adapter sa stratégie. Pendant ce temps, Gabriel tente de digérer ses résultats. Il évite les regards au travail. Il plaisante pour masquer l'inquiétude. Mais quand il se retrouve seul, le doute revient. Aaron lui a parlé de PMA comme d'une solution rationnelle. Gabriel, lui, y voit d'abord un aveu d'échec. Il croise Soraya à l'hôpital. Il lui confie qu'il a récupéré ses résultats. Il dit qu'il croit ne jamais être père. Les mots lui échappent presque malgré lui. Soraya tente de l'encourager, mais elle perçoit la blessure profonde derrière son sourire forcé. Plus tard, en courant, Gabriel repense aux paroles de Diego. La famille n'est pas qu'une histoire de sang. Cette phrase agit comme un point d'ancrage. Il commence à envisager que la paternité puisse se vivre autrement. Que l'amour ne dépend pas uniquement d'une donnée biologique. À l'autre bout de la ville, Erika observe Marceau avec attention. La mise en scène de la mutation a produit l'effet escompté. Le jeune homme est troublé, culpabilisé. Il croit que les conséquences de ses actes dépassent ce qu'il imaginait. Erika ne savoure pas cette victoire. Elle la considère comme nécessaire. Elle sait que la méthode est brutale. Mais elle refuse de laisser son fils glisser vers l'indifférence. Elle préfère le secouer aujourd'hui que le perdre demain. Aurore, complice de l'opération, comprend cette logique. Parfois, il faut provoquer une peur pour éviter un danger plus grand. Dans ce jeu d'influence, chaque adulte agit selon sa vision du bien. Martin traque une menace invisible. Erika provoque un électrochoc. Aaron rassure sans mentir. Raphaël, elle, croit protéger un homme accablé. Mais à mesure que la journée avance, un détail s'impose. Brice ne cherche jamais directement à se défendre auprès de Martin. Il ne confronte pas les accusations. Il contourne. Il se place sur le terrain émotionnel. Il parle de douleur, de solitude, de regards injustes. Il évite soigneusement toute discussion factuelle. Ce choix n'est pas anodin. Il permet de déplacer le débat, de transformer une enquête en persécution, de faire passer la suspicion pour de l'acharnement. Et Raphaël, sans le vouloir, devient le relais de cette narration. Le piège ne se voit pas encore clairement. Il se dessine en filigrane. Dans les silences de Brice. Dans les doutes de Raphaël. Dans la colère contenue de Martin. À 7, chacun avance avec ses certitudes. Mais certaines vérités, quand elles éclatent, laissent des dégâts bien plus profonds que des preuves judiciaires. La nuit tombe sur 7 avec une lenteur trompeuse. En apparence, rien ne bouge. Pourtant, sous la surface tranquille, les lignes continuent de se déplacer.
Les regards changent, les certitudes se fissurent, et surtout, Brice Mussard affine son jeu. Au lycée, l'ambiance a basculé en sa faveur. La pétition lancée par Adam circule désormais de main en main. Les élèves débattent, s'indignent, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une injustice flagrante. Ils parlent d'acharnement, de rumeurs, de chasse aux sorcières. Certains enseignants observent la situation avec prudence, mais aucun ne s'avance ouvertement contre Brice. Lui, au centre de cette effervescence, adopte une posture mesurée. Il ne revendique rien, il remercie simplement. Il répète qu'il ne veut pas que les élèves prennent des risques pour lui. Il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas créer de division. Cette retenue apparente renforce encore sa crédibilité. Raphaël le croise dans un couloir. Il ne cherche pas à la retenir. Il ne dramatise pas. Il se contente de lui adresser un regard fatigué, presque résigné. Elle y voit la marque d'un homme usé par la pression. Elle ne voit pas que cette sobriété fait partie du scénario. Car Brice ne multiplie pas les confidences. Il les distille. Il choisit ses moments. Il sait que la répétition excessive éveillerait la suspicion. Alors il laisse le silence travailler pour lui. Il laisse Raphaël repenser à la scène dans la salle des professeurs. Il la laisse interpréter son trouble comme une sincérité brute. Au commissariat, Martin revoit la vidéo publiée par Brice. Il la décortique. Il observe les pauses, les micro-expressions, la gestion du regard. Ce n'est pas une preuve judiciaire, mais son expérience lui dicte que quelque chose est trop maîtrisé. Trop fluide. Roxane, de son côté, remarque une autre anomalie. Plusieurs comptes qui soutiennent Brice semblent avoir été créés récemment. Les interactions sont nombreuses mais peu diversifiées. Elle ne peut pas affirmer qu'il s'agit de faux profils, mais le soupçon s'installe. Peut-être Brice n'est-il pas seulement victime de la rumeur. Peut-être orchestre-t-il sa propre défense numérique. Martin pense à Alicia, à sa peur encore vive. À cette phrase qu'elle a prononcée presque malgré elle. Personne ne le connaît vraiment tant qu'il n'a pas été pris dans sa toile. Cette image ne le quitte plus. Au Spoon, il retrouve Raphaël une nouvelle fois. L'atmosphère est plus tendue que les jours précédents. Elle lui reproche à demi-mot d'influencer Roxane, de chercher coûte que coûte à faire entrer Brice dans le profil d'un manipulateur. Elle parle d'erreurs judiciaires possibles, de réputation brisée. Martin n'ose pas la voir. Il lui rappelle simplement que les manipulateurs les plus dangereux sont ceux qui inspirent la compassion. Il évoque le témoignage d'Alicia sans entrer dans les détails. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'acharnement, mais de prévention. Raphaël, pourtant, reste sur sa position. Elle ne nie pas la possibilité d'un passé trouble. Mais elle refuse de condamner sans preuve. Elle croit encore que la douleur qu'elle a vue chez Brice ne peut pas être feinte. Ce qu'elle ignore, c'est que Brice a déjà anticipé ce type de confrontation. Le soir même, il lui envoie un message. Pas un plaidoyer, pas une justification, un simple remerciement pour son soutien. Il écrit qu'il ne veut pas l'entraîner dans ses problèmes. Qu'il comprend si elle préfère prendre ses distances. Qu'il ne veut pas être un poids. Ce ton détaché, presque sacrificiel, ébranle Raphaël plus que n'importe quelle défense directe. Elle y perçoit une forme de noblesse. Elle ne voit pas que cette posture inverse subtilement les rôles. En la plaçant face à la possibilité de l'abandonner, il active en elle un réflexe de protection. Dans un autre registre, Gabriel continue de se débattre avec ses pensées. Il passe la soirée à courir plus longtemps que d'habitude. La fatigue physique lui permet d'oublier un instant le poids des résultats médicaux. Mais dès qu'il ralentit, le doute revient. Il repense à Aaron qui lui parlait de PMA avec rationalité. Il repense à Soraya qui l'écoutait sans jugement. Il repense surtout à Diego et à sa phrase sur la famille. Peut-être qu'être père ne signifie pas transmettre un patrimoine génétique. Peut-être que cela signifie transmettre une présence. Ces réflexions ne dissipent pas la douleur, mais elles ouvrent une brèche. Une possibilité. Au lycée, Adam remet la pétition à Brice. L'enseignant semble ému. Il affirme que le soutien des élèves lui donne la force de continuer. Il parle de responsabilité morale. Il dit qu'il ne veut pas que cette affaire ternisse leur année scolaire. Raphaël assiste à cette scène de loin. Elle observe les visages sincères des adolescents. Elle ressent une vague de doute. Serait-il possible qu'ils soient tous aveuglés? Elle rejette cette idée. Elle préfère croire que la solidarité spontanée est le signe d'une injustice réelle. Mais dans l'ombre, Brice mesure déjà l'impact de cette mobilisation. Chaque signature renforce son image publique. Chaque soutien fragilise l'argumentation de Martin. Il ne cherche pas à attaquer frontalement. Il laisse l'opinion basculer en sa faveur. Au commissariat, Martin reçoit un nouvel appel d'Alicia. Elle hésite encore à témoigner. Elle confie qu'elle a vu la vidéo de Brice circuler. Elle a reconnu son regard. Cette façon de se poser en victime. Elle explique que c'est exactement ce qu'il faisait quand elle menaçait de partir. Il pleurait, promettait de changer, accusait le monde entier.
Ces mots renforcent la conviction de Martin. Mais juridiquement, il reste fragile tant qu'Alicia refuse de déposer plainte. Il comprend sa peur. Il ne peut pas la forcer. Pendant ce temps, Erika observe un changement subtil chez Marceau. Le jeune homme est plus silencieux, plus attentif. Il pose des questions sur la mutation. Il semble prendre conscience que ses actes ont des répercussions réelles. La méthode choc a ébranlé son assurance. Aurore, complice de la mise en scène, échange un regard avec Erika. Elles savent que la vérité devra être révélée bientôt. Mais pour l'instant, le choc agit comme prévu. La tension monte d'un cran lorsque Martin apprend que Brice prévoit une nouvelle intervention publique au lycée pour remercier les élèves. Officiellement, il s'agit d'un geste de gratitude. Officieusement, Martin y voit une nouvelle manœuvre. Il craint que Raphaël ne soit davantage impliqué. Il redoute que Brice ne cherche à l'isoler symboliquement, à la placer du côté de ceux qui le comprennent contre ceux qui l'accusent. Car le piège ne repose pas seulement sur des mots. Il repose sur une dynamique, sur la création d'un camp, d'un nous contre eux. Et Raphaël, en défendant Brice face à Martin, commence à franchir cette ligne invisible. Dans son appartement, tard dans la nuit, Raphaël relit le message qu'il lui a envoyé. Elle hésite à répondre. Elle se dit qu'elle ne doit pas s'impliquer davantage. Puis elle écrit quelques mots rassurants. Elle affirme qu'elle croit en la justice, qu'elle ne le jugera pas sans preuve. Ce simple échange scelle une étape supplémentaire. Brice a obtenu ce qu'il cherchait, une validation morale. Une alliée involontaire, une personne qui doute de ceux qui le soupçonnent. À 7, la tempête ne gronde pas encore ouvertement. Mais elle s'organise, lentement, méthodiquement, et chaque geste de compassion mal orienté rapproche un peu plus Raphaël du centre du danger. Le lendemain, l'air semble plus dense au lycée, comme si quelque chose d'invisible pesait sur les couloirs. Les conversations se font à voix basse lorsqu'un adulte passe. Les regards se croisent, chargés de curiosité et de rumeurs. L'affaire Brice a dépassé le simple cadre d'une enquête officieuse, elle est devenue un sujet de débat collectif. Brice arrive tôt, toujours impeccable, toujours maîtrisé. Il salue les élèves avec une douceur presque désarmante. Ceux qui l'aperçoivent lui adressent des sourires pleins de compassion. Adam lui tend un dossier. La pétition a recueilli un nombre impressionnant de signatures. Brice le remercie avec une émotion contenue. Il affirme que ce soutien lui redonne confiance en l'humanité. Raphaël observe la scène à distance. Elle ressent une forme de fierté pour ces adolescents capables de solidarité. Elle se persuade que Martin voit le mal partout. Elle se dit qu'un homme réellement dangereux ne pourrait pas susciter une telle affection. Mais Brice, en la croisant, ne s'attarde pas. Il ne cherche pas à l'entraîner dans une discussion. Il se contente d'un regard reconnaissant, d'un léger hochement de tête. Cette retenue agit plus fortement qu'une déclaration. Elle lui laisse l'initiative émotionnelle. Au commissariat, Martin est informé que la vidéo de Brice fait désormais le buzz au-delà du lycée. Les commentaires affluent, certains le soutiennent, d'autres attaquent ouvertement l'enquête. L'opinion publique commence à se diviser. Cette polarisation inquiète Martin. Plus Brice s'impose comme victime médiatique, plus il devient difficile d'agir sans paraître abusif. Roxane, concentrée, découvre que la publication a été stratégiquement relayée à des heures de forte audience. Elle note également des interactions avec des comptes influents. Elle ne peut pas prouver une manipulation directe, mais l'ensemble ressemble à une campagne soigneusement orchestrée. Martin se souvient des mots d'Alicia. Il sait exactement comment se présenter. Cette phrase prend un relief nouveau. Brice ne se contente pas de subir l'accusation. Il la transforme en tremplin. Pendant ce temps, Raphaël reçoit un nouvel appel de Martin. Il lui parle du témoignage d'Alicia avec plus de précision. Il évoque les vidéos d'humiliation, les menaces de mort. Il insiste sur la répétition du schéma. Raphaël reste silencieuse un long moment. Elle ressent une fissure intérieure. Les paroles de Martin entrent en collision avec l'image qu'elle a construite. Elle se rappelle le regard de Brice, ses larmes, ses mots sur Nadia. Elle hésite. Elle ne veut pas être injuste. Elle ne veut pas être dupe non plus. Dans l'après-midi, elle surprend une conversation entre deux élèves qui évoquent les accusations avec un ton moqueur. Ils parlent d'une « chasse aux sorcières ». Cette banalisation la trouble. Elle réalise que si Martin a raison, cette mobilisation pourrait protéger un prédateur. Pourtant, lorsqu'elle croise Brice de nouveau, il semble plus fragile que jamais. Il lui confie qu'il a du mal à supporter le regard des autres enseignants. Il dit qu'il se sent isolé, qu'il ne veut pas créer de tension au sein de l'établissement. Il affirme qu'il songe à prendre du recul pour ne pas nuire à l'ambiance. Ce discours active chez Raphaël un réflexe immédiat, la défense. Elle lui assure qu'il ne doit pas fuir, qu'il a le droit d'être entendu. Elle se positionne presque instinctivement comme son soutien.
Brice ne contredit pas, il ne dramatise pas, il la remercie simplement de croire encore en lui. Cette phrase, prononcée avec une voix basse, agit comme un lien invisible. Au commissariat, Martin apprend qu'Alicia hésite de nouveau. Elle craint que son identité ne soit dévoilée si l'affaire prend trop d'ampleur. Elle a peur pour sa fille. Martin comprend que sans plainte officielle, il ne pourra agir qu'avec prudence. Il commence à envisager une autre stratégie, surveiller Brice. Observer ses déplacements, attendre une erreur, mais il sait que les manipulateurs expérimentés en commettent rarement de visibles. Dans un autre registre, Gabriel continue d'affronter ses doutes. Il se rend chez Aaron pour discuter plus en profondeur des solutions médicales. Aaron lui explique les différentes options, parle de PMA avec pédagogie. Il insiste sur le fait que la fertilité peut fluctuer, que rien n'est figé. Gabriel écoute, mais son regard trahit une blessure intime. Il confie qu'il se sent diminué. Aaron lui répond avec fermeté que la masculinité ne se résume pas à un résultat biologique. Cette conversation, bien que technique, agit comme un soutien moral. Plus tard, Gabriel repense encore aux mots de Diego. La famille n'est pas qu'une histoire de sang. Cette phrase revient comme une encre. Il commence à envisager que le chemin vers la paternité puisse prendre une forme inattendue. Au lycée, la tension atteint un point critique lorsque Martin décide de se rendre sur place pour discuter avec la direction. Sa présence crée un malaise. Les élèves le regardent avec défiance. Certains murmurent qu'il s'acharne. Brice, lui, adopte une posture irréprochable. Il se montre coopératif. Il affirme qu'il souhaite la vérité autant que quiconque. Il évite toute confrontation directe. Il ne conteste pas ouvertement Martin. Il se place au-dessus du conflit. Raphaël observe l'échange. Elle voit la rigidité de Martin, sa détermination presque obsessionnelle. Elle voit aussi le calme de Brice. Elle ressent un vertige intérieur. Et si Martin projetait ses propres peurs? Mais une phrase prononcée par Martin la trouble. Les manipulateurs savent très bien pleurer quand il faut. Cette phrase résonne avec un souvenir qu'elle préférerait oublier. Celui d'un ancien compagnon capable de passer des cris à la supplication en quelques secondes. Ce souvenir fissure sa certitude. Elle ne l'admet pas encore, mais le doute s'installe. Le soir venu, Brice envoie un nouveau message. Il écrit qu'il ne veut pas qu'elle se mette en danger pour lui. Qu'il a l'impression que son soutien pourrait lui attirer des ennuis. Cette inversion subtile des rôles, où il prétend la protéger, renforce l'emprise émotionnelle. Raphaël relit ces mots. Elle se sent touchée. Elle ne voit pas que cette inquiétude apparente la lie davantage à lui. Au commissariat, Martin reçoit un signalement mineur. Brice aurait été vu en train de discuter longuement avec un élève en dehors des heures habituelles. Rien d'illégal, rien d'incriminant, mais Martin note l'information. Il commence à comprendre que la bataille ne sera pas frontale. Elle sera psychologique. Elle se jouera sur la perception, la confiance, l'isolement. À 7, les lignes continuent de se déplacer. Raphaël avance encore sans voir clairement le danger. Mais chaque message, chaque regard, chaque confidence la rapproche du centre de la toile. Et si Martin a raison, le moment où elle réalisera la vérité pourrait être bien plus brutal qu'elle ne l'imagine. Les jours suivants s'installent dans une tension sourde, presque insidieuse. À 7, rien n'explose encore, mais tout vibre sous la surface. Les conversations se fragmentent, les regards s'alourdissent. L'affaire Brice ne cesse d'enfler, comme une vague que personne ne parvient à arrêter. Au lycée, l'intervention publique prévue par Brice attire l'attention. Officiellement, il s'agit d'un simple mot de remerciement aux élèves. En réalité, c'est une démonstration subtile de maîtrise. Il se tient face à eux avec un calme étudié. Il ne dramatise pas, il ne se défend pas frontalement. Il parle de respect, de vérité, de confiance mutuelle. Il explique qu'il a foi en la justice, qu'il ne souhaite pas que les élèves se divisent à cause de lui. Il affirme qu'il continuera à enseigner avec la même exigence, malgré la tempête. Les applaudissements sont spontanés, certains élèves ont les larmes aux yeux. Raphaël observe la scène, troublée. Elle ressent à la fois une admiration sincère et une gêne diffuse. Elle se surprend à chercher dans les gestes de Brice une faille, un indice d'artifice. Elle ne trouve rien d'évident. Il est trop lisse, trop cohérent. Martin, de son côté, assiste à la scène à distance. Il voit la mise en scène. Il perçoit la manière dont Brice évite soigneusement les détails factuels. Il remarque qu'il ne mentionne jamais directement les accusations précises. Il parle d'attaque, d'injustice, jamais de fait. Cette stratégie renforce son intuition. Brice ne cherche pas à prouver son innocence. Il cherche à contrôler le récit. Roxane apporte un nouvel élément. Elle a identifié un échange de messages privés entre Brice et un ancien compte lié à Alicia. Le contenu est ancien, mais il montre une alternance typique, flatteries intenses suivies de reproches dévalorisants.
Ce n'est pas une preuve suffisante, mais c'est un schéma. Martin décide d'informer Raphaël, malgré le risque de la braquer davantage. Il lui expose les faits avec prudence. Il ne dramatise pas, il décrit simplement la répétition d'un modèle, séduction, isolement, victimisation. Raphaël écoute sans l'interrompre. Cette fois, elle ne rejette pas immédiatement ses arguments. Elle repense au message où Brice affirmait ne pas vouloir qu'elle se mette en danger pour lui. Cette phrase, qu'elle avait trouvée touchante, lui semble soudain ambiguë. Était-ce une réelle inquiétude, ou une façon de renforcer son implication? Le doute s'installe, plus concret. Dans le même temps, Gabriel franchit une étape intérieure. Il confie à Soraya qu'il a envisagé sérieusement la PMA. Il admet que son orgueil a été blessé, mais qu'il ne veut pas laisser la peur définir son avenir. Soraya l'écoute avec douceur. Elle ne minimise pas sa douleur, mais elle l'encourage à voir au-delà du résultat médical. La discussion avec Diego continue de résonner en lui. L'idée que la famille se construit, qu'elle ne se réduit pas à la biologie, commence à s'imposer comme une vérité possible. Gabriel ne guérit pas de son doute en un jour, mais il accepte de ne plus le laisser l'écraser. Au lycée, un incident mineur vient troubler l'équilibre fragile. Une élève affirme que Brice lui a tenu des propos ambigus lors d'un entretien individuel. Elle ne parle pas d'agression, mais d'un malaise diffus. L'information circule rapidement, mais l'élève hésite à formaliser sa plainte. Martin en est informé presque aussitôt. Il comprend que ce type de signal peut être décisif. Mais sans déclaration officielle, il ne peut que observer. Raphaël apprend la rumeur par d'autres enseignants. Son cœur se serre. Elle refuse d'abord d'y croire. Elle se dit qu'il s'agit d'une interprétation excessive. Pourtant, un souvenir revient. La manière dont Brice avait décrit Nadia comme « exceptionnelle », presque exclusive. Cette façon de placer une femme sur un piédestal avant de l'engloutir dans sa propre vision. Elle réalise que sa défense instinctive commence à vaciller. Le soir, Brice lui envoie un nouveau message. Il dit qu'il sent l'hostilité monter. Qu'il se demande s'il ne devrait pas quitter Seth pour éviter le scandale. Il ajoute qu'il ne supporte plus de la voir sous pression à cause de lui. Cette déclaration agit comme une double lame. D'un côté, elle semble noble. De l'autre, elle l'isole davantage. En se présentant comme prêt à partir pour la protéger, il renforce l'idée qu'ils forment un duo contre le monde. Raphaël relit les mots plusieurs fois. Elle ressent une fatigue émotionnelle nouvelle. Elle ne sait plus si elle défend un innocent ou si elle s'est laissée entraîner dans une dynamique qu'elle ne maîtrise pas. Au commissariat, Martin décide de convoquer Brice pour un entretien formel. L'échange est courtois. Brice se montre calme, coopératif. Il nie toute manipulation. Il parle de malentendus, d'interprétation. Il affirme qu'il respecte profondément ses élèves. Martin observe son langage corporel. Il ne détecte ni panique ni agressivité. Juste une maîtrise froide. Cette absence d'émotion excessive le trouble davantage qu'une réaction violente. Après l'entretien, Martin confie à Roxane qu'il craint un passage à l'acte plus subtil. Pas nécessairement physique, psychologique. Il redoute que Raphaël soit déjà trop impliqué pour reculer facilement. Au même moment, Erika révèle finalement la vérité à Marceau. La mutation était une mise en scène. Le jeune homme est d'abord choqué, puis silencieux. Il comprend que sa mère a voulu le secouer. La colère laisse place à une réflexion plus mature. Il admet qu'il avait besoin d'un électrochoc. Cette révélation apporte une respiration dans l'épisode. Une preuve que certaines manipulations peuvent servir à protéger, contrairement à d'autres. La nuit tombe à nouveau sur Seth. Raphaël, seul dans son appartement, regarde son téléphone sans oser répondre au dernier message de Brice. Elle se sent partagée entre compassion et méfiance. Elle comprend soudain que le danger ne réside pas seulement dans ce qu'il pourrait faire, mais dans ce qu'il lui fait ressentir. Car l'emprise ne commence pas par une cage. Elle commence par une confidence, par une larme, par un message qui semble attentionné. Et Raphaël réalise, avec une lucidité douloureuse, qu'elle pourrait déjà être plus impliquée qu'elle ne le croit. La bascule ne se fait jamais dans le fracas. Elle survient dans un silence trop long, dans une phrase qui résonne différemment, dans un regard qui cesse d'être rassurant pour devenir insistant. Raphaël le comprend progressivement, sans encore vouloir l'admettre. Le lendemain matin, elle reçoit un appel de Camille. Sa fille lui parle d'une rumeur qui circule au lycée. Une élève se serait sentie mal à l'aise après un entretien avec Brice. Rien de concret, rien d'officiel, mais suffisamment pour alimenter les chuchotements. Raphaël sent son estomac se nouer. Elle raccroche, le cœur lourd. Elle repense à chaque échange avec Brice. À chaque message, à chaque regard. Elle essaie de reconstituer la chronologie. Y a-t-il eu un moment où il a franchi une limite? Un mot ambigu? Une proximité déplacée? Rien ne lui revient clairement.
Et cette absence de preuves la déstabilise autant que la suspicion. Au commissariat, Martin apprend que l'élève hésite à déposer plainte. Elle craint de ne pas être crue. Elle redoute de passer pour une menteuse dans un climat déjà polarisé. Martin voit dans cette hésitation le symptôme même de l'emprise collective. Quand la victime doute d'elle-même, le prédateur a déjà gagné une partie. Il décide de rencontrer discrètement l'élève, accompagné d'une psychologue. Il ne veut pas la brusquer. Il veut simplement l'écouter. Il sait que la vérité, si elle existe, ne surgira pas sous la pression. Pendant ce temps, Brice semble plus calme que jamais. Il continue d'enseigner avec rigueur. Il évite les apartés trop longs. Il adopte une distance professionnelle irréprochable. Cette prudence soudaine renforce le doute de Raphaël. Serait-il capable d'un tel contrôle s'il avait quelque chose à se reprocher? Mais une autre hypothèse germe, et s'il adaptait simplement sa stratégie? En fin de journée, Brice demande à parler à Raphaël. Il ne dramatise pas, il dit qu'il sent qu'elle s'éloigne, qu'il comprend qu'elles doivent prendre du recul. Il ajoute qu'il ne lui en voudra jamais si elle choisit de croire les accusations. Cette posture de détachement apparente agit comme une pression inversée. En la laissant libre de partir, il la confronte à sa propre responsabilité morale. S'il est innocent et qu'elle l'abandonne, ne deviendra-t-elle pas complice d'une injustice? Raphaël ressent une fatigue immense. Elle réalise que chaque échange avec lui l'oblige à se positionner, à choisir un camp, à justifier sa loyauté. Elle se souvient alors d'une phrase prononcée par Martin: « Les manipulateurs ne cherchent pas à convaincre, ils cherchent à créer un lien émotionnel. » Cette phrase résonne différemment aujourd'hui. Le soir, elle relit les messages de Brice depuis le début. Elle remarque un détail qu'elle n'avait pas vu. À chaque moment où elle exprimait un doute, il se montrait plus fragile. À chaque fois qu'elle affirmait son soutien, il redevenait fort, comme s'il ajustait son intensité à la sienne. Ce constat la glace. Au même moment, Martin reçoit un appel d'Alicia. Sa voix est tremblante. Elle a vu la pétition circuler. Elle a compris que Brice regagne du terrain. Elle confie qu'il avait fait la même chose avec elle, se créer un cercle de soutien pour l'isoler. Elle explique qu'il l'avait progressivement éloignée de ses amis en les décrivant comme toxiques. Martin comprend que le schéma se répète. Il craint que Raphaël ne soit déjà engagé dans cette spirale. Au lycée, l'élève qui s'est plainte accepte finalement de parler plus longuement. Elle décrit une sensation d'inconfort. Pas de gestes déplacés, mais une proximité verbale excessive. Des compliments sur sa maturité. Des confidences sur sa solitude. Martin sait que ces éléments, pris isolément, sont fragiles juridiquement. Mais psychologiquement, il dessine une stratégie. Pendant ce temps, Gabriel franchit un autre cap. Il accepte de refaire des examens complémentaires. Il décide de ne plus fuir la question. Il parle ouvertement à Soraya de ses peurs, de sa crainte de ne pas être assez. Soraya lui répond avec une fermeté douce: être père ne dépend pas d'un chiffre. Cette sous-intrigue apporte un contraste fort avec celle de Brice. Là où l'un manipule les émotions pour dominer, l'autre affronte sa vulnérabilité pour grandir. Au lycée, la tension atteint un point critique lorsque la direction envisage de suspendre temporairement Brice le temps de clarifier la situation. L'information fuite rapidement. Les élèves s'indignent. Adam parle d'injustice flagrante. Brice, informé de cette possibilité, adopte une posture résignée. Il dit qu'il respectera la décision, qu'il ne veut pas nuire à l'établissement. Cette acceptation apparente renforce encore son image de victime digne. Raphaël observe la scène avec un regard nouveau. Elle perçoit désormais la cohérence presque parfaite de ses réactions. Trop parfaite. Elle réalise que, depuis le début, elle a été placée dans un rôle précis, celui de la protectrice compréhensive. Elle comprend que son passé de femme ayant survécu à une relation toxique a peut-être été inconsciemment ciblé. Ce soir-là, elle appelle Martin. Sa voix est plus posée que d'habitude. Elle ne s'excuse pas, elle ne se justifie pas. Elle lui dit simplement qu'elle commence à douter. Martin ne triomphe pas, il ne la blâme pas. Il lui répond qu'il n'a jamais voulu la convaincre, seulement la protéger. Pour la première fois, Raphaël accepte l'idée qu'elle a pu être manipulée. Et cette prise de conscience, plus que toute accusation, marque un tournant. Car l'emprise ne disparaît pas en un instant. Elle laisse des traces, elle brouille les repères, elle crée une confusion durable. Et Brice, sentant peut-être que le lien se fragilise, prépare déjà son prochain mouvement. Le dernier mouvement de cette séquence ne se joue pas dans une explosion, mais dans un dévoilement progressif. À 7, l'air semble plus électrique que les jours précédents. Les regards sont plus méfiants, les silences plus lourds, et surtout, Raphaël ne regarde plus Brice de la même manière. Au lycée, la direction annonce officiellement qu'une suspension conservatoire est à l'étude.
Rien n'est acté, mais le simple fait que l'hypothèse existe crée un choc. Les élèves murmurent, se divisent. Certains restent fidèles à Brice. D'autres commencent à s'interroger. Brice, lui, affiche un calme presque troublant. Il réunit sa classe, parle d'intégrité, de vérité, de patience. Il insiste sur le fait que chacun doit rester concentré sur ses études. Il se dit prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Mais cette fois, Raphaël observe autre chose. Elle remarque la manière dont il scrute les réactions individuelles. Comment il cherche du regard ceux qui semblent hésiter. Comment il module sa voix lorsqu'il s'adresse aux plus sensibles. Ce n'est plus un homme accablé. C'est un homme en contrôle. Au commissariat, Martin apprend que l'élève qui s'est plaint accepte finalement de rédiger un témoignage formel. Les éléments restent fragiles, mais ils s'ajoutent au récit d'Alicia. 2 voix, 2 expériences, 2 sensations d'emprise. Martin ne parle pas encore de culpabilité. Il parle de convergence. Il sait que juridiquement, le dossier est mince. Mais psychologiquement, il devient cohérent. Roxane apporte un dernier élément. Elle a identifié une tentative récente de Brice pour contacter Alicia via un compte secondaire. Le message est bref, apparemment anodin, mais il prouve qu'il surveille toujours son ancienne victime. Cette information change la donne. Elle montre qu'il n'a pas rompu le lien, qu'il maintient un contrôle à distance. Martin décide de confronter Brice avec ces éléments. L'entretien est plus tendu que les précédents. Brice nie toute intention malveillante. Il parle de malentendus. Il affirme que le message était un simple souhait de paix. Mais pour la première fois, une fissure apparaît. Un agacement discret, une irritation fugace lorsqu'il comprend que Raphaël commence à prendre ses distances. Car Raphaël n'est plus à ses côtés. Elle a choisi de ne pas répondre à son dernier message. Elle a relu leurs échanges, repéré les glissements subtils, les inversions de responsabilité. Elle comprend désormais que chaque confidence l'a progressivement isolée des autres avis. Le moment le plus révélateur survient lorsqu'elle reçoit un appel de Brice, tard dans la soirée. Sa voix est plus pressante. Il dit qu'il se sent trahi, qu'il pensait pouvoir compter sur elle. Il suggère que son silence l'expose davantage. Ce ton, à peine voilé, agit comme un électrochoc. Ce n'est plus la fragilité qu'elle entend. C'est l'exigence, la culpabilisation, l'idée qu'elle lui doit quelque chose. Raphaël respire profondément avant de répondre. Elle lui dit qu'elle ne lui doit rien. Que la vérité ne se construit pas sur la loyauté émotionnelle. Qu'elle a besoin de distance. Un silence s'installe, puis la voix de Brice change. Elle devient froide, presque méprisante. Il affirme qu'elle se laisse manipuler par Martin, qu'elle regrettera de ne pas l'avoir soutenu. Ce basculement confirme ce qu'elle redoutait. Le masque tombe. Le lendemain, la suspension de Brice est officialisée à titre conservatoire. Les élèves sont choqués. Adam semble désemparé, mais la rumeur de nouveaux témoignages commence à circuler. Le climat change. Au commissariat, Martin ressent un soulagement prudent. Rien n'est gagné, l'enquête continue, mais le danger immédiat pour les élèves diminue. Raphaël, de son côté, traverse une phase plus intime. Elle se confronte à la réalité de sa propre vulnérabilité. Elle réalise que son empathie, sa volonté de croire en la rédemption, ont failli devenir des failles exploitées. Elle ne se sent pas faible. Elle se sent lucide. Elle comprend que l'emprise ne vise pas les naïfs, mais les sensibles. Ceux qui veulent comprendre, ceux qui refusent de juger trop vite. Dans une conversation finale avec Martin, elle lui confie qu'elle a eu peur de se tromper. Pas seulement sur Brice, sur elle-même. Martin lui répond qu'aucun professionnel n'est à l'abri d'un manipulateur expérimenté. Que la force réside dans la capacité à reconnaître le doute. Pendant ce temps, Gabriel obtient un rendez-vous pour entamer un parcours de PMA. Il ne sait pas encore où cela le mènera. Mais il avance, plus serein qu'au début. Il a compris que la paternité ne se mesure pas à un test, mais à une intention. Erika, elle, observe Marceau avec un regard apaisé. Le choc a produit un effet durable. Il travaille davantage. Il semble plus conscient de ses actes. La manipulation qu'elle a orchestrée avait pour but de protéger. Elle l'assume. À 7, l'affaire Brice ne se termine pas par une condamnation spectaculaire. Elle se termine par une prise de conscience collective. L'image du professeur victime s'effrite. Les élèves commencent à voir les nuances. Et surtout, Raphaël sort de cette épreuve avec une conviction nouvelle. Le danger le plus réel n'est pas toujours visible. Il ne crie pas, il ne frappe pas, il murmure, il séduit, il se présente comme une blessure. Brice, désormais isolé, comprend que son pouvoir s'est fissuré. Il n'est plus au centre du récit. Il n'est plus celui que l'on protège. Il est celui que l'on observe. À 7, la tempête ne s'est pas déchaînée en éclairs. Elle a avancé comme une marée silencieuse. Et Raphaël, en frôlant l'emprise, a compris à quel point le danger peut être réel,
même lorsqu'il se présente sous les traits de la souffrance.